Commodore 64 tout seul, sans possibilité de sauvegarder des programmes, c'est pas très pratique. Alors on va mettre en marche une première unité de disquette 1541. Bidouilleur, salut! Bien oui, je poursuis aujourd'hui cette série de remise en marche du matériel de Commodore 64. C'est un lot qui a été remisé pendant de nombreuses années dans un environnement pas très contrôlé. Je vous suggère de regarder les autres vidéos de la série avant celle-ci, puisque je procède par étapes. Vous trouverez un lien vers la série dans la description ci-dessous. J'ai reçu beaucoup de commentaires au sujet du Commodore 64 et je veux vous remercier de votre soutien dans cette série. Je vous rappelle que je ne suis pas familier avec la famille Commodore 64. Il est donc possible que je fasse des manipulations inutiles ou que j'oublie les meilleures astuces, disons. Je vous invite donc à écrire vos expériences et suggestions sur la famille Commodore 64 dans les commentaires sous cette vidéo. Je lis toujours tous les commentaires. Maintenant, avec le Commodore 64, il faut un moyen externe de sauvegarde et de chargement des programmes. Il est possible d'utiliser un enregistreur à cassette, mais c'est tellement lent. Les disquettes sont un must avec le Commodore 64. Alors, dans cette vidéo-ci, je vais m'attaquer à la remise en marche d'une première unité de disquette 1541. Donc, procédons tout de suite. Alors, j'ai bien sûr le manuel de fourni. Je ne sais pas s'il y a une copie électronique qui existe de ce manuel, mais je suis pas mal convaincu que je vais m'en servir. Toutes les commandes pour faire l'accès, pour déterminer les messages d'erreur et ainsi de suite, c'est tout là-dedans, même de la programmation. Donc, je vais certainement m'en servir. Alors, voici l'unité. J'ai choisi celle-ci, il y en a deux. Celle-ci est un petit peu peut-être en meilleure condition, c'est dur à dire, j'y vais au hasard. On va bien sûr la mettre en fonction, mais je vais surtout vérifier à l'intérieur d'abord. On va aller voir, on va nettoyer les têtes de lecture de l'unité de disquette et on va pouvoir par la suite faire un bon ménage et bien sûr mettre l'alimentation en fonction. Alors voici le meilleur angle. Ce qui est un peu différent de l'unité de disque 1541, c'est que son bloc d'alimentation est intégré. Donc, on lui fournit le secteur directement et il y a un interrupteur ici d'alimentation, il y a même un fusible. Alors, ça, c'est en soi, vous allez voir à l'intérieur, c'est presque un autre Commodore 64 et ce n'était pas donné cette unité de disquette. Alors, je l'ouvre tout de suite et je vous reviens. Alors voilà, j'ai dévissé 4 vis. Je présume que c'est le couvercle supérieur qui va s'enlever. Ah, au passage, si vous voyez ce logo sur des appareils qui se branchent au secteur, vous pouvez faire confiance à l'appareil. Ceci, c'est l'Agence de normalisation canadienne, Canadian Standards Association, l'Association de normalisation canadienne. Lorsque vous voyez ce logo CSA, faites confiance. OK? Pas de problème. Alors, les vis se projettent en dessous. Bon, je vais éteindre le moniteur, je crois que j'ai accroché. Ouais, c'est ça. Ah, facilement enlevé ce couvercle. Les 4 vis, c'est tout ce que ça prenait. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Bien, effectivement, comme j'avais mentionné, on a un ordinateur presque complet Commodore 64 avec microprocesseur. Cette fois-ci, c'est un 6502, petit frère du 6510 bien sûr. Un 6522 qui est la puce d'interface de périphérique. Deux 6522 en fait, il y en a deux. Ça ici, je ne sais pas ce que c'est, là, je ne connais pas. Il y a bien sûr ici les PROM qui contiennent les programmes et il y a de la mémoire ici du TMM 2116, de la mémoire RAM. Est-ce que c'est de la RAM statique ou dynamique? Je crois que c'est de la RAM statique, là. Sous toute réserve. Bloc d'alimentation avec deux gros régulateurs, un 7805 ici et un 7812, donc 5 volts, 12 volts nécessaire.
C'est pesant, donc il y a un transformateur en dessous. À quelque part, oui, il est là. Vous ne voyez pas, il y a un transformateur effectivement. Quoi d'autre, mon Dieu, à dire? Un cristal ici. Ça ne nous donne pas la fréquence, malheureusement, d'indiquer. Et quelques autres petits circuits. Bien sûr, il y a de l'analogique. Bon, alors, bloc d'alimentation, pont redresseur. Ici, il y en a deux ponts redresseurs, 2 condensateurs de filtrage. Voilà, rapprocher un peu de lumière. Donc, évidemment, un condensateur pour le 5 volts, l'autre fort probablement pour le 12 volts. Alors, les condensateurs sont en bonne condition, aucun écoulement de liquide ou quoi que ce soit. L'unité est vraiment en bonne condition, très peu de poussière à l'intérieur, à peine un petit peu là, sur les... mais ça c'est normal quand vous considérez l'âge, il n'y a pas d'accumulation. L'unité de disque floppy, on va aller voir de plus près, je vais approcher un peu. Voilà, on voit bien à l'intérieur. Ce que vous voyez, là, les 2 petites lignes au bout de mon doigt, les 2 petites lignes métalliques, pas ceci, mais ce qui est en dessous, c'est la tête de lecture et d'écriture, bien sûr. Donc, c'est ceci qu'on veut nettoyer, absolument. Et la partie supérieure aussi, on sent que c'est un petit coussinet pour peser sur l'autre côté de la disquette, la surface molle. Donc, on va nettoyer. C'était mon but premier, nettoyer la tête de lecture, d'écriture, ainsi que le petit support. Pour ce qui est du graissage, habituellement, on peut appliquer un petit peu de graisse, mais il faudra soulever la plaquette ici, je crois. Je ne crois pas que c'est possible de retirer le lecteur. C'est peut-être possible de le retirer. Ça va être difficile. Il faut tout sortir l'ensemble. Alors, je vais tout d'abord nettoyer la surface. Et on verra par la suite si le lecteur fonctionne bien. Je ne vois pas de graisse. J'en ai pas sur les doigts, à nulle part. Pourtant, il y a effectivement des surfaces qui frottent, métalliques. Il y a peut-être un peu de plastique aussi, là, mais... alors, au minimum, je vais nettoyer la tête. Et on verra par la suite si on peut le faire fonctionner. Alors, bien sûr, pour faire le nettoyage, on appelle de l'alcool isopropylique sur un coton-tige. Et là, je vais y aller tout doucement et je vais frotter dans le sens gauche-droite et non pas dans l'autre sens parce que la disquette tourne dans ce sens-là. Si je frotte dans l'autre sens, il y a un risque d'endommager, je présume, endommager la tête. Alors, je fais du gauche-droite. Comme ceci. Du gauche-droite. Bon, ça ne semble pas... je n'ai pas vu d'amélioration au niveau là, de la saleté. Là, et le coton-tige reste bien propre. Donc, à mon avis, là, je frotte la partie supérieure, le petit coussinet qui s'accote, mais la tête semblait déjà assez propre. Je ne crois pas qu'il y a... Non, il n'y a pas vraiment de résidus. Bon, alors ça règle une chose en partant. Il y a des courroies, je crois, hein, dans ce système-là. C'est un entraînement par courroie. On va l'essayer. On va voir qu'est-ce qui va se produire. Je vais l'allumer. Je vais m'assurer que le bloc d'alimentation vient en fonction. Alors, je me repositionne. Et voilà, je me suis repositionné pour vous montrer les 2 tiges sur lesquelles la tête glisse de façon horizontale pour aller lire les différentes pistes sur les disquettes. Vous la voyez ici, la tige, et il y en a une autre ici qu'on voit de l'intérieur. Alors, ces 2 tiges-là, normalement, peuvent être lubrifiées avec une graisse, une petite graisse comme une graisse blanche. Il ne faut évidemment pas trop en mettre. On ne veut pas que la graisse en aille partout. Mais si jamais le lecteur a de la difficulté, et on va s'en rendre compte assez rapidement, il y aura des erreurs, certainement des erreurs de lecture ou des erreurs de mouvement, bien, on pourra toujours nettoyer et graisser. Mais là, moi, je ne vois absolument aucune graisse ou rien de collant ou quoi que ce soit. Ça me semble bien, bien propre. Donc, on va faire l'essai tel quel. Alors, comme je n'ai vu aucun dommage, je n'ai vu aucune difficulté à l'intérieur, aux possibilités là, que
le mouvement ne fonctionne pas. Aucun condensateur de coulée, tout est propre, tout est bien, les plaquettes sont en bonne condition. Bien, je suis disposé à mettre l'unité sous tension. Et ça ici, c'est la DEL d'alimentation. Donc on s'attend, probablement elle est branchée sur le 5 volts. Donc on s'attend à ce qu'elle s'allume. Ici, ben, c'est une LED là, qui est contrôlée par le lecteur. Donc je ne sais pas ce que ça va faire, là, mais allons-y. Je dois faire attention, mais la partie secteur est protégée en dessous. Pas de risque de prendre un choc électrique. Alors, je mets sous tension et on surveille ici. Ah oui, excellent. Alors, le bloc d'alimentation semble bien fonctionner et on a vu cette DEL qui s'est allumée, mais qui s'est tout de suite rééteinte, ce qui est bon signe. Si ça avait clignoté en permanence, je crois qu'on aurait eu vraiment un petit problème, là. Alors, on a entendu le moteur qui a démarré très rapidement et il s'est stoppé tout de suite. Alors, je pense qu'on peut procéder maintenant à brancher l'unité sur le Commodore 64 et à tenter de voir si on peut voir l'unité par le port série, puisque ça se connecte par un port série. Alors, je vais remettre le couvercle sur l'unité, mais je ne vais pas le visser. Au cas où il y aurait des problèmes de lecture, on reviendra à l'intérieur. Alors voilà, j'ai rebranché le Commodore 64, son alimentation ici, sa sortie vidéo, comme avant, sur le connecteur audio-vidéo. J'ai aussi connecté l'unité de disquette ici avec un câble série identique à celui-ci. C'est rien de particulier, là, c'est des connecteurs DIN et puis c'est des câbles qui venaient avec l'ensemble. Alors, un câble entre les deux et donc on serait prêt à partir. J'en profite pour vous mentionner que j'ai fabriqué un petit adaptateur ici. Je vous avais dit au niveau vidéo, il faut combiner le signal de luminance et le signal chroma. Mais le chroma est trop fort, il faut lui mettre une résistance de 300 ohms en série. Je me suis donc fabriqué un petit adaptateur ici, femelle-femelle, avec une résistance de 300 ohms en série, tout simplement. D'accord? Alors, c'est rien de bien complexe. J'avais des connecteurs, là, comme on dit, on se débrouille avec ce qu'on a. Et là, il y a donc une résistance de 300 ohms en série et mon adaptateur en Y est toujours utilisé ici pour aller jusqu'au moniteur. Bon, alors je serai donc prêt à faire la mise à feu. Voilà, je vais rapprocher le moniteur un peu. Alors la séquence, c'est toujours le lecteur de disquette en premier. Il doit être allumé. Voilà, c'est fait. Les deux DEL se sont éteintes. Sauf la DEL d'alimentation que vous ne voyez pas, mais qui est bien allumée ici dans le coin. Bon, OK, parfait. Et là, j'allume le Commodore 64. Je viens bien sûr allumer le moniteur. Et on est en affaire. Bon, alors là, pour que vous voyez mieux, je vais saisir l'écran sur ordinateur, parce que c'est beaucoup trop petit, vous n'arriverez pas à voir tout ce que je fais. Alors voilà, vous avez maintenant une saisie numérique à l'écran. J'ai joué avec les couleurs et l'intensité pour rendre ça le plus visible possible. Alors, c'est mieux, je crois, que l'écran que vous aviez en dessous. J'ai une disquette ici, double côté, double densité. C'est une bonne vieille disquette d'ordinateur PC des années 80 que j'ai utilisée. J'en ai une tonne de ce genre de disquette. Ce n'est pas une disquette préformatée pour le Commodore 64, mais d'après ce que je comprends dans le livre ici, on peut formater la disquette sans difficulté. Alors, je vais l'insérer ici à l'avant. Voilà, c'est fait. Et j'abaisse le volet. Bon, la disquette est saisie. Là, je vais faire différentes étapes. On vient de l'allumer. On le sait qu'il n'est pas malade. Il n'y a rien pour l'instant qui clignote, en tout cas. Alors, on doit passer des commandes additionnelles pour tester si on a accès au disque. Alors, la première des choses, il y a une commande ici. Je m'y réfère beaucoup à ce livre. Très utile. Si on veut formater une disquette, on nous dit ici qu'on doit utiliser la commande New. La commande New. Et pour le faire, il faut d'abord ouvrir la voie de communication, ce que je vais faire. Open 15, ça c'est le canal pour parler à cette unité, c'est le canal 15 et c'est l'unité numéro 8. 15, 8 et 15. Le dernier 15, c'est un numéro arbitraire. Ce n'est pas très important. Alors, j'obtiens le signe Ready. Ça veut donc dire, je suis pas mal certain que l'ordi a été capable de communiquer avec l'unité de disque. Le canal de communication série fonctionne donc.
OK, pour la suite, pour formater une disquette, je dois taper une autre commande. Dans ce cas-ci, je vous passe les détails parce que, de toute façon, si vous voulez vraiment vous intéresser au Commodore 64, vous pouvez trouver ces informations. Mais je vais formater la disquette. On va voir si l'unité de disque va bouger. Alors, voici la commande en question qui va, d'après ce que je comprends, là, qui va permettre de formater la disquette qui est ici. Alors, on va voir si le disque va réagir avec sa LED. Alors oui, la LED vient de s'allumer et le disque fait du bruit et on voit que ça tourne. OK, alors, là, il me donne « Ready », donc il est retourné prêt. Mais le disque continue de tourner et je vais vous faire entendre les bruits que j'entends. Et on voit la tête qui s'avance très tranquillement. Vous allez voir ici, là, ça va s'avancer vers moi tranquillement. C'est donc dire que ça semble formaté. Donc, bravo. En tout cas, on va voir si le résultat va être concluant. La commande est passée et vous voyez, c'est autonome cette étape. Hein? Le Commodore 64 a terminé d'envoyer sa commande, mais le lecteur de disquette, lui, travaille toujours. Alors, on verra si le tout s'éteint lorsque ça sera terminé. Il est en train, effectivement, le lecteur de formater la disquette. Semble bien, en tout cas, d'après ce que je peux voir. Ça continue de tourner. Vous voyez que ça avance tranquillement ici, là. Piste par piste, et voilà. Est-ce que c'est terminé? Oui, la DEL s'est éteinte. Alors, là, on peut présumer que la disquette a été formatée, puisqu'il n'y a pas d'erreur. Sinon, ça aurait clignoté. D'après ce que je comprends, là, dans le manuel, c'est ce qu'on dit. Alors là, j'ai formaté la disquette. Il n'y a rien dessus. Je peux lister son contenu. On va essayer de voir ce qu'il y a sur la disquette. Il n'y aura rien, mais quand même. Alors, la commande, c'est load avec comme paramètre le signe de dollar et l'unité de disque, c'est l'unité 8. Ça peut être 8 ou 9, il y a moyen de reconfigurer. Si on a deux unités de disque, on peut en mettre une à l'adresse 8, l'autre à l'adresse 9. Mais par défaut, je présume que c'est 8. Et on voit que ça travaille, la disquette, ici, ça s'est allumé. Et voilà, ça a terminé la commande ready. Si je fais list, ça me liste le catalogue de ce qu'il y a sur la disquette. Alors, tout ce qu'il y a, c'est l'entrée 0, la première ligne. Et c'est le nom que j'ai donné, EB Test, c'est le nom que j'ai donné à la disquette. Donc, ça semble avoir bien fonctionné. Les blocs, là, je ne sais pas trop, c'est les blocs de la disquette, bien sûr. Donc, c'est ce qui est libre, disponible sur la disquette. Donc, la disquette, en tout cas, l'unité semble très bien fonctionner. Il me reste maintenant juste à faire un petit test. On va écrire un petit programme vite. Je vais effacer l'écran, comme ça. Alors, je vais faire 10... Print, je dois peser fort hein, sur les contacts, là, print hello, oups, je vais me reprendre pour que ça soit beau. Pas besoin de faire les lettres majuscules. Print hello, je referme les guillemets, ligne 20. Voyez-vous l'espace là? Nettoyage de clavier ou en tout cas réparation de clavier nécessaire. Alors je fais le fameux GoTo, ligne 10. Bon, c'est pas nécessaire de mettre l'espace, mais je vais le mettre quand même. GoTo 10. Bon, voilà. Alors là, si je roule ce programme, je fais Run. J'ai une erreur sur le 0. Ah oui, c'est vrai. C'est que j'ai encore la ligne 0 là, qui est là. Alors, je vais effacer cette ligne-là en faisant tout simplement 0. Alors là, si je fais liste à nouveau, je crois que ça va rouler. Je ne peux pas rien vous garantir, là, mais... ouais, ça roule. Voilà. Alors là, mon petit programme roule bien. Alors, je vais le stopper en pesant ici. Et à nouveau, le programme est là. Maintenant, je vais le sauvegarder, le programme. Là, j'ai tout appris les commandes par cœur là, pour vous éviter ce trouble. Alors, la commande, c'est bien save, le nom du programme, toujours avec des apostrophes. Alors, je vais l'appeler Allo, le programme, mais ça va aller mieux si je ne pèse pas sur Shift. Allo, OK, c'est le programme, le nom d'Allo, et je vais envoyer ça sur la disquette, donc l'adresse 8. Alors, ça devrait normalement, vous allez voir la lumière. Ah, et elle s'allume. Voilà, c'est marqué sauvegarde Allo, et c'est fait. OK, alors là, je vais
réinitialiser l'ordinateur complètement, puis on va rappeler le programme de la disquette. Alors, j'ai fouillé un peu pour trouver cette commande, et c'est SYS 64 738. C'est un jump, je crois. Je ne suis pas certain, là, mais c'est un jump. Et si on fait ça, ça réinitialise complètement. Et si on fait liste, vous verrez, il n'y a plus rien en mémoire. Donc, je vais rappeler en faisant load. OK. Le nom du programme, c'était Allo, si je me rappelle bien. Virgule l'unité 8. Il cherche le programme Allo. Et il semble avoir trouvé liste. Et voilà, le programme est là. Et si je fais run, bien sûr, ça fonctionne. Donc, cette unité de disque fonctionne très bien. Aucune difficulté à faire marcher cela. J'en ai une deuxième que je vais bien sûr essayer dans une prochaine vidéo. Celle-ci semble très très bien fonctionner. Donc, je suis très content. J'ai un système complet finalement, utilisable tel quel. Je vais bien sûr nettoyer les boîtiers. Le boîtier ici est quand même en mauvais état, là. Il y a des onglets à l'arrière qui sont cassés, donc ce n'est pas possible de fixer les deux coquilles là, ensemble à l'arrière. Donc, il va y avoir un petit peu de travail mécanique à faire, je vais voir. Je crois qu'il existe des pièces d'impression 3D qu'on peut aussi s'imprimer puis les coller en place pour réparer cela. Alors, ça va être à voir, mais là, je suis content. Oh, et incidemment, si vous percez, vous voyez, il y a un petit trou ici, une petite encoche. Si vous percez, vous découpez une encoche au même endroit, l'autre côté, la disquette devient réversible. Vous pouvez sauvegarder sur l'autre côté de la disquette. Parce que ce lecteur ne sauvegarde que sur un côté. On a vu que la tête d'enregistrement ici, ce n'est seulement en bas. En haut, c'est juste un petit tampon qui appuie sur la disquette pour la maintenir, pour maintenir la surface collée contre la tête. Donc, c'est réversible à condition de modifier la disquette. Mais sinon, wow! Eh bien, je joue de chance jusqu'à maintenant. Autant l'ordinateur que l'unité de disquette semblent bien fonctionner telle quelle, si on exclut bien sûr les intermittences du clavier. Je joue de chance jusqu'à maintenant, mais je vous confirme que j'aurai de la réparation à faire sur certaines de ces pièces restantes. Je viens tout juste de mettre sous tension la deuxième unité de disquette et non, elle ne s'allume même pas. Vous avez été plusieurs à m'avertir du risque de l'utilisation de ces vieux blocs d'alimentation. Le régulateur 5 volts là, interne vieillit apparemment mal et il y a risque de surtension. Rassurez-vous, j'ai déjà procédé à une mise à niveau de l'alimentation Commodore que j'utilise sur l'ordinateur. Je vous montrerai ce que j'ai fait dans une autre vidéo de cette série. Bon, on s'arrête ici aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, je vais justement tenter de réparer ce clavier-là. Et je vais aussi faire un bon nettoyage de l'ordinateur et de l'unité de disquette. Je vous invite donc à demeurer à l'écoute de ma chaîne Électro-Bidouilleur et surtout abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci et à la prochaine.